Bon, on va pouvoir commencer. Merci à toutes et à tous d'avoir bravé les éléments pour venir ce soir. Alors ce soir, on a le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qu'on connaît bien à la Maison des sciences de l'homme, Michel Prétali. Michel Prétali, il est ici à Besançon, professeur au laboratoire ISTA, donc laboratoire de sciences historiques. Il a longtemps travaillé sur la ruse et la ruse de guerre, et depuis quelques années, il s'intéresse donc aux fake news, aux théories du complot. Pour lui faire un petit peu de publicité, il a sorti un ouvrage, plusieurs ouvrages, mais un notamment grand public, coécrit avec un collègue italien, donc qui est sorti d'abord en italien, puis en français il y a 6 mois, sur cette question d'aujourd'hui. Donc l'histoire des fake news, c'est celui de droite. Voilà, donc merci beaucoup Michel. Merci à tout le monde. Je m'associe aux remerciements que vous a présenté André pour avoir bravé les éléments ce soir. Et je voulais remercier aussi André, non seulement de m'avoir invité à parler ce soir ici, c'est mon deuxième jeudi de la MSHE, mais aussi pour organiser ces jeudis, parce que c'est vraiment une occasion rare, tant pour nous universitaires, de nous confronter avec un public un peu différent de celui auquel on est habitué. Et puis aussi, j'imagine, pour le public, de voir un peu ce qui se passe derrière les murs de la fac. Donc je voulais vraiment le remercier pour ça. C'est vraiment une initiative super cool, quoi. Alors le titre de ma conférence, il est... Oula. Allez, c'est bon, il est affiché, ça va, à part avec une petite erreur sur le T, mais je pense que c'est quand même lisible. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre quelques minutes pour préciser ce qui a conduit mes recherches vers ces questions et pour délimiter un peu le champ de mes compétences. Ça me semble important parce que vous le verrez, et puis je pense que vous le savez déjà, mais pour détecter une fausse nouvelle et pour, même plus généralement, pour analyser, traiter une information, et sa fiabilité en particulier, ça peut être judicieux de se poser la question de sa source, en fait, de qui provient ou d'où provient l'information. Et puis tout ça pour, en fait, décider si on peut ou non accorder du crédit à cette source. Et moi, ça me semble tout naturel donc de vous dire pourquoi, malgré le fait que je sois professeur d'italien, c'est comme ça que c'est ce qui a marqué sur ma fiche de paie, et ça n'a a priori pas grand-chose à voir, pourquoi malgré ça, je vais vous parler ce soir de désinformation et pourquoi accessoirement, je pense que vous pouvez m'accorder un certain crédit. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire forcément aveuglément à tout ce que je vais dire, mais voilà, qu'il y a une certaine cohérence. Alors, prof d'italien, déjà, ça ne veut rien dire. Je travaille, moi, sur la littérature militaire de la Renaissance. Et en fait, dans ces traités-là, il y a question beaucoup de stratagèmes. André l'a dit rapidement. Donc, moi, j'ai étudié les stratagèmes militaires. Et j'étais vraiment fasciné par cette question-là de la ruse. Et je m'étais dit que j'avais envie de comprendre un peu mieux comment la ruse fonctionnait, en fait, quels étaient ses mécanismes. Et évidemment, là, j'entrais dans un domaine très vaste. La ruse, elle est omniprésente partout, dans tous les domaines, à toutes les époques. Donc, mes seules compétences à moi ne suffisaient pas. Alors, j'ai lancé un certain nombre de projets, d'initiatives pluridisciplinaires. J'ai fait appel à des collègues de disciplines différentes et on a écrit différents ouvrages. Donc voilà, je refais un peu de pub parce qu'au cas où vous n'avez pas bien vu, il y a des livres. Non, mais en fait, le Violet, il vient de sortir et il traite de cette même thématique de la ruse par l'information, par la diffusion de fausses informations. Et donc, celui auquel moi je vais plus puiser ce soir pour cette communication, c'est celui qui est tout à droite. C'est un ouvrage plutôt de divulgation. Et dans sa première partie, il a 12 chapitres et chacun de ces chapitres décrit un cas de désinformation qu'on a choisi parce qu'ils étaient particulièrement spectaculaires et aussi parce que il nous permettait d'illustrer un peu certains mécanismes qui me semblent fondamentaux dans la désinformation. Voilà, ça c'était la prémisse un peu. Et maintenant, on va en venir à la question qui est posée dans le titre. Depuis quand manipule-t-on l'information ? Alors la réponse, elle pourrait être depuis 2016, si on se réfère au fait qu'on serait depuis cette date-là dans l'ère de la post-vérité. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler de cette expression, et c'est en 2016 en fait qu'elle devient vraiment virale, entre guillemets. C'est l'année où le dictionnaire Oxford la désigne comme expression, comme terme de l'année. Tout récemment encore, dans un article publié en décembre, je crois, ou fin novembre, Gérald Bronner, qui est un sociologue qui a beaucoup affronté ces questions-là, dans un hors-série du Point que je vous invite à lire, parce qu'il est vraiment super intéressant, il parle même, pour montrer qu'on est encore plus loin dans cette démarche, d'ère de la post-vérité. Le problème de cette expression et de ces expressions, c'est que ça sous-entendrait qu'avant 2016, on aurait vécu dans une époque de la vérité, ce qui est absolument faux. On le verra à travers les cas que je vais décrire moi ce soir.
Alors c'est une évidence, mais c'est pas ça évidemment qu'on voulait démontrer en faisant ces projets de recherche et ce bouquin. On voulait pas démontrer qu'il y avait des ruses par désinformation et de la désinformation avant 2016. Ce qu'on voulait, c'est donc en gros essayer d'isoler à travers des cas de désinformation dans des contextes différents, à des époques différentes, justement certains mécanismes, certains des leviers fondamentaux de cette forme de manipulation rusée. Je parle de manipulation rusée parce que c'est un peu l'approche qu'on a suivie, enfin la définition qu'on a voulu donner à ce terme de désinformation, et plus précisément même la définition suivante, une forme de manipulation rusée réalisée à travers la diffusion d'informations fausses, altérées ou décontextualisées. On verra des exemples évidemment de ces différents types d'informations. Et ce, dans le but d'induire les victimes de la désinformation à se faire une représentation erronée de la réalité, et par conséquent, dans le but d'influencer leurs décisions et leurs actions, les actions qui en découlent. En fait, j'utilise souvent une petite analogie pour représenter cette situation. En fait, et la façon dont la désinformation et les fausses informations peuvent agir sur les mécanismes de la prise de décision. Des décisions qui peuvent être les plus triviales jusqu'aux plus importantes, du choix de son shampoing à le parti pour lequel on va voter. En fait, on prend ces décisions sur la base d'une représentation de la réalité, une sorte de carte mentale qui nous permet de nous orienter, et cette représentation de la réalité qu'on se fait, on se la fait en fonction des informations qu'on reçoit et qu'on traite. Donc ça paraît assez évident de penser que si, parmi toutes ces informations qu'on utilise pour se créer sa carte mentale, on en a qui sont fausses, qui ne représentent pas en fait la réalité telle qu'elle est, nos décisions en ressentiront, et on n'agira plus forcément en fonction de ses intérêts propres, mais en fonction peut-être de ceux de la personne qui a désinformé. Alors, en diffusant de fausses informations, donc on peut altérer la représentation qu'on se fait de la réalité, mais on peut aussi utiliser des informations qui ne sont pas fausses. C'est le premier cas que je vais décrire maintenant. Et pour ça, on ne va pas revenir trop loin dans le temps, à justement cette année 2016, l'année de naissance de la post-vérité, et on est au Royaume-Uni dans le contexte du débat sur le Brexit. Et plus particulièrement en avril 2016, il y a un article qui est publié sur le site du Daily Mail et qui présente le graphique que vous voyez à l'écran avec les colonnes. Donc j'ai mis aussi l'article est toujours disponible sur le site du Daily Mail pour vous montrer que ce n'est pas moi qui ai fait ce cadrage, mais qu'il était comme ça sur le site. Donc c'est pas moi qui manipule l'information en l'occurrence. Donc c'est un sondage d'opinion. Vous pouvez voir dans la colonne bleue à droite les personnes favorables au Remain, donc qui voulaient que la Grande-Bretagne reste au sein de l'UE, et à gauche en rouge ceux qui étaient en faveur du Brexit. Alors si on regarde que les colonnes, on peut se faire une représentation de la réalité où les pro-Brexit sont largement plus nombreux que les autres. Alors, en fonction de la taille des colonnes, on a 3 fois plus de pro-Brexit que de Remain. Et alors que si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la différence elle est que de 4 points de pourcentage, 39 d'un côté et 43 de l'autre. Et n'empêche que l'image a un impact trompeur. Et cet impact trompeur, il vient du fait que, au lieu de faire partir l'axe des ordonnées de 0, comme théoriquement on devrait le faire, on le fait partir de 37. Or, ça provoque potentiellement une représentation erronée de la réalité qui peut influer sur les mécanismes de prise de la décision. Si on y pense, les indécis ou les personnes qui n'étaient pas forcément très motivées pour aller voter, en voyant ce graphique rapidement et en se faisant l'idée qu'il y a un écart énorme entre les deux, ils pourraient se dire à quoi bon aller voter, de toute façon les jeux sont faits, mon vote ne va pas peser grand-chose, ça ne va pas changer la donne. Alors, évidemment, il n'y a pas de raison que ça joue plus d'un côté que de l'autre, on est d'accord, mais on peut penser aussi que c'est le statu quo qui est favorisé par une situation telle que celle-ci, un statu quo qui en l'occurrence était favorable au Brexit. Or, pour rappel, les résultats finaux du référendum, ils étaient très serrés, ça a fini 51-89 contre 48-11. Donc on a une information vraie, parce que les données du sondage, elles sont vraies, c'est un sondage, il y a même la source, il n'y a pas de souci sur les chiffres, mais présentées de façon trompeuse. C'est une forme de manipulation, en fait, qui se fait avec la vérité, finalement. Alors, juste, entre parenthèses, la personne qui est à l'origine de ce recadrage-là, au niveau de l'axe des ordonnées, on ne sait pas si elle a agi volontairement, sciemment pour tromper, ou si, pour d'autres raisons, elle a recadré, je ne sais pas, pour des raisons de place. L'effet, il est quand même le même. Ça permet quand même de réfléchir un peu à ça. Parfois, on ne peut pas déterminer si une information, c'est une fake news, donc dans le sens une fausse information faite exprès, ou une information simplement qui trompe sans qu'on ait voulu le faire.
Mais l'effet, c'est le même. Et une information qui peut aider à déterminer un peu la meilleure des interprétations, c'est regarder encore une fois la source, comme j'ai dit tout à l'heure. Or, cette source, le Daily Mail, c'est un journal qui est ouvertement critique contre l'Union européenne et tout ça. Donc, on pourrait penser que, effectivement, c'était de la désinformation. Quoi qu'il en soit, c'est un stratagème qui est particulièrement subtil, si c'en est un, qui fonctionne très bien avec les données chiffrées, les statistiques, les graphiques. Et tous ces éléments-là, les statistiques, les graphiques, ce sont des éléments que l'on emploie fréquemment dans le discours aujourd'hui, pour ancrer en fait une idée dans le concret. Quand on défend une thèse, qu'on présente une idée et qu'on a en plus une donnée, un chiffre, un graphique, ça a tout de suite un peu plus de poids. En fait, ça sert à rendre un discours plus crédible et vraisemblable. Et le caractère de vraisemblance, c'est un élément central de la désinformation. C'est le premier que je voudrais illustrer ce soir. Ça semble assez intuitif, en fait, de se dire, une opération de désinformation, elle sera d'autant plus efficace que les fausses informations qu'elle diffuse ont une apparence de vérité. C'est ça, vraisemblable. Et on va voir avec quelques exemples que ceux qui ont voulu désinformer par le passé ont pris vraiment beaucoup de soin à assurer la vraisemblance de leur discours. Alors, ça veut dire quoi? Comment on fait pour assurer la vraisemblance d'un discours, pour le rendre crédible et vraisemblable? Il y a évidemment toute une série de techniques, d'ingrédients qu'on peut utiliser et qu'on a utilisé pour que ça fonctionne. Et les fake news qui ont fonctionné, les théories du complot moins, mais bon, les fake news en particulier qui ont fonctionné, les opérations de désinformation qui ont fonctionné, elles mélangeaient, elles associaient plusieurs de ces ingrédients en même temps. Moi, je vais vous en décrire quelques-uns, seulement ceux qui me paraissent les plus frappants. La première chose qu'on remarque quand on étudie des cas de désinformation, c'est un principe d'ailleurs qui revient fréquemment dans les témoignages des anciens agents des services secrets, de la CIA ou du KGB, qui racontent comment les choses se passaient dans la pratique, à l'époque de la guerre froide, maintenant que, en tout cas, certains des dossiers sont déclassifiés. Et ils disent que pour qu'une fausse nouvelle soit crue, il faut qu'elle soit construite autour d'un noyau de vérité. Ouais, l'image est un peu... Enfin, c'est pas grave, on lit quand même. Un kernel of truth. Ils disent en gros, pour que ça fonctionne, nous, quand ils racontent ce qu'ils faisaient, pour que ça fonctionne, une opération de désinformation, il ne faut pas balancer que du faux, mais il faut donner des informations vraies et y coller quelques informations fausses. Et c'est celles-là qu'on va faire passer par ce biais. Aussi, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à ça. Vous voyez que c'est tiré d'un livre, Disinformation. En dessous, vous voyez peut-être pas ce qui a marqué, mais c'est un ancien chef espion, révèle, c'est le sous-titre, révèle ces stratégies secrètes qui sont employées pour miner, saper la liberté, attaquer la religion et promouvoir le terrorisme. Cet ancien membre de la du KGB, c'est ce Roumain-là, Ion Mihai Pacepa, qui a fui ensuite le bloc soviétique dans les années, je crois que c'était au début des années 80, et qui a été accueilli aux États-Unis, où lui ont donné les moyens de se construire une nouvelle vie. Mais quand on lit ce genre de livres-là, dans ce contexte-là, on se rend compte de la difficulté qu'on a à traiter ces cas assez récents, notamment du contexte de la guerre froide, de désinformation, parce que c'est très difficile de trouver des informations objectives. Quand on lit ce livre, on a l'impression vraiment que c'est de la désinformation au carré, c'est-à-dire qu'il dénonce la désinformation des communistes en désinformant. Il suffit de regarder comment sont présentés tous les dirigeants du bloc communiste. C'est tous des alcoolos vulgaires, qui ont un caractère impossible. C'est des caricatures, au point qu'on se demande à quel point c'est vrai. Tout ce qu'il raconte dans ce livre, qui prétend dénoncer les mensonges des autres. Et en plus, c'est le témoignage d'un ancien du KGB que les USA ont accueilli sur leur territoire, lui ont donné les moyens de se refaire une nouvelle vie alors que c'était un ennemi, en échange de rien du tout. Ça m'étonne un peu. Peut-être qu'ils lui ont dit, écoute, ok, on t'accueille, mais en même temps, tu nous balances tout ce que tu peux sur les autres. Bref, je ferme la parenthèse, mais ça permet quand même de mettre en perspective certaines considérations qu'il faut faire quand on lit même un livre qui prétend dénoncer la désinformation. Donc le premier critère, c'est celui-là, avoir un noyau de vérité à l'intérieur du récit de désinformation. Et on verra que ça revient, ce principe, il est appliqué dans d'autres cas que je vais décrire après. Un autre principe qui permet de rendre vraisemblable une fausse nouvelle, c'est le fait que cette nouvelle ait des précédents avérés. C'est-à-dire que ce qu'on va raconter de faux, ça s'est déjà produit ou des choses semblables se sont produites déjà précédemment. Je vais utiliser deux exemples pour illustrer ce propos, un qui va nous ramener une quarantaine d'années en arrière et un autre encore plus loin dans le temps. Le premier, il concerne des fausses informations qui ont circulé autour de l'épidémie du sida. On est donc, en tout cas, sa propagation aux États-Unis au tout début des années 80. En 81, les premiers cas, je crois. À cette époque-là, en 81, on sait très bien que
des virus sont manipulés dans des laboratoires de virologie un peu partout dans le monde. On sait très bien aussi qu'il y a des incidents qui se sont produits dans des laboratoires de ce type. En 78, donc simplement 3 ans avant, dans un laboratoire de virologie de l'université de Birmingham, il y a une employée qui était photographe qui est morte de la variole, probablement parce que les règles de sécurité du laboratoire n'avaient pas été scrupuleusement respectées. Le virus s'est échappé, elle l'a contracté, elle en est morte. Donc juste 3 ans avant, on a ce cas-là qui se produit. Du coup, pourquoi est-ce que l'épidémie du sida n'aurait pas pu avoir une origine similaire ? Il n'y avait rien de totalement invraisemblable dans cette idée. Et cette idée, elle a donné lieu justement à une rumeur, dès les premiers mois, de ce type-là, aux États-Unis. En plus, on est dans un climat, à cette époque-là, les premiers mois après les premiers cas, de totale ignorance. On ne connaît pas cette maladie. Il faut du temps pour que la science l'explique. Donc, ignorance, anxiété, 2 ingrédients parfaits pour préparer un terreau favorable à la désinformation, aux fake news et aux rumeurs. La rumeur qui apparaît, elle apparaît dans une revue qui s'appelle Fagrag, qui s'appelait, je pense qu'elle n'existe plus, qui était une revue porte-voix en fait des revendications des communautés homosexuelles. Et ces communautés, elles comptaient parmi les plus touchées, hein, notamment au début du sida aux États-Unis. Et pour les auteurs de la revue, en fait, ces auteurs, ils appliquent un raisonnement fallacieux, on va le voir, mais qui aide souvent et qui revient souvent dans les théories complotistes d'aujourd'hui. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que puisque le sida touche surtout les minorités telles que la communauté homosexuelle, justement, mais aussi les Afro-Américains, et puisque le gouvernement américain discriminait ces populations, alors le gouvernement américain a créé le sida pour les exterminer. Voilà, c'était le raisonnement qu'ils appliquent, une sorte de syllogisme en fait qui est fallacieux, mais qui revient un peu à ce que je disais, donc à ce qu'applique le raisonnement qu'appliquent les complotistes maintenant. En gros, c'est le coupable, c'est forcément celui dont on imagine qu'il va profiter, qui peut profiter de la situation. Le problème, c'est que cette rumeur, on pourrait penser, elle naît, elle se propage à un moment où là, on n'a aucune certitude, aucune connaissance sur cette maladie. Quand les connaissances scientifiques arrivent et qu'on explique l'origine du sida, hein, ça vient des singes, etc., normalement, elle devrait disparaître. Dans ce cas-là, non, elle ne disparaît pas. Elle est reprise, elle est modifiée pour intégrer de véritables campagnes de désinformation. Cette fois, plus au niveau de journaux internes aux États-Unis, mais dans le cadre justement des tensions de la guerre froide. En 1983, on a comme ça une campagne de mesures actives, active measures, c'est comme ça qu'ils appellent leur campagne de propagande en fait noire, lancée par le KGB en 83. Elle est connue sous le nom d'opération Denver. Des fois, on la connaît sous le nom de l'opération Infection, mais apparemment le vrai nom c'était Denver. Bref. Donc là, c'est le KGB qui s'empare de cette rumeur pour nuire évidemment au bloc occidental. Pour le KGB, ça tombait en plus à point nommé, parce que c'était une période où, depuis des années, en fait, les services soviétiques ils voulaient attirer l'attention de la communauté internationale sur des recherches que les Américains menaient pour développer des armes biochimiques. Et ça violait les conventions internationales. En même temps, les communistes le KGB voulait détourner l'attention de certaines accusations que les Américains leur lançaient pour avoir utilisé ce genre d'armes eux-mêmes. En termes stratégiques et tactiques, donc, cette rumeur, elle servait parfaitement pour une opération de diversion. Ça servait à faire diversion. Il lance donc une opération complexe, là, cette opération Denver, qui a de nombreux rouages. Je vais me contenter d'en décrire certains. Parmi ces rouages, il y a la diffusion d'une lettre dans un journal qui s'appelle The Patriot. Normalement, c'est la page d'après, ouais, vous voyez au-dessus, là, c'est le vrai extrait qu'on trouve en ligne, alors il n'est pas en entier. Une lettre écrite par un, je cite la traduction, scientifique et anthropologue américain de renom. Mais on ne donne pas son nom, évidemment. On sait juste que ça serait un scientifique américain qui aurait écrit cette lettre. Une lettre qui est construite très habilement pour désinformer et qui respecte le principe que j'ai énoncé plus haut, c'est-à-dire mêler le vrai et le faux. Par exemple, on trouvait dans cette lettre toute une série d'informations tout à fait vraies et en fait qui sert à faire fonctionner le mécanisme suivant qui veut dire je vous dis ça et c'est vrai, on est d'accord, je vous dis ça, c'est vrai, on est d'accord, je vous dis ça, c'est vrai, on est d'accord, la quatrième elle est fausse, mais on a dit oui, et la quatrième, on va dire oui aussi. En fait, ce qu'il y a dans cette lettre, c'est par exemple que la CIA, on dit que la CIA avait expérimenté des nouveaux types d'armes biologiques, y compris dans les zones qui ont été parmi les premières à être touchées aux États-Unis, vers New York. C'était vrai. On y dit qu'il y a des pays importants comme la France et les Pays-Bas qui ont cessé d'importer du sang américain pour les transfusions. Ça aussi, c'était vrai. On y dit que le gouvernement américain avait été impliqué dans des scandales liés à des expérimentations biologiques dans les décennies précédentes. Ça aussi, c'était vrai. Alors pourquoi douter du reste? C'est ça, en fait, la technique rhétorique qui est employée, ça. Et le reste, évidemment, c'est là que vient la fausse information.
L'information, c'était donc attribuer aux États-Unis la faute de la création, ou au moins, que ce soit volontaire ou non, de sa diffusion du virus. Dans cette opération de Denver, toujours intervient ensuite un certain John Seal. Alors John Seal, c'est un ancien consultant en maladies vénériennes. Et je vais m'attarder quelques minutes sur son cas et sur son rôle dans l'opération de Denver, parce qu'elle illustre la façon dont un discours scientifique ou pseudo-scientifique, on verra que voilà, bon, il a fait des études de médecine, mais enfin, c'est une figure un peu floue. Malgré ça, il a quand même, on va dire, proposé un discours scientifique qui a été repris. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il a été repris et utilisé dans un sens comme dans l'autre. Ça montre comment on peut plier un discours scientifique, une parole scientifique, pour défendre un parti ou l'autre. En l'occurrence, anti-soviétique ou pro-soviétique. Alors, c'est une affaire assez complexe. Je vais essayer de la résumer en quelques étapes. La première, c'est en août 85. En août 85, John Seal, il envoie une série de lettres à des journaux britanniques pour alerter face à la catastrophe sanitaire que lui, il sent venir avec ce VIH qui se diffuse. Aucun journal ne le prend au sérieux, sa lettre n'est pas publiée. Mais quelques mois après, en octobre 85, il y a un politique américain qui s'appelle Lyndon LaRouche Jr. C'était un conservateur, mais qui possédait un vaste réseau éditorial et qu'il exploitait en fait comme chambre de résonance, caisse de résonance, pour des idées qui étaient conservatrices, clairement, mais clairement complotistes aussi. Notamment, il était contre les soviétiques, évidemment, les communistes, mais aussi les homosexuels, enfin toutes les minorités. Et LaRouche s'empare des idées de Seal pour les plier à ses fins de propagande, et il publie dans son journal, son principal journal, une interview avec les propos où il prend les propos de John Seal. Alors John Seal, lui, il ne pensait pas que les Américains avaient créé, et même il ne pensait pas que le virus avait été créé artificiellement. Mais l'hypothèse qui est formulée la théorie qui est formulée par LaRouche sur la base des propos de Seal, c'est que bien que les soviétiques n'avaient pas créé ni diffusé délibérément le sida, ils avaient bien compris les ravages que cette maladie pouvait infliger à l'Occident, notamment dans les communautés homosexuelles et parmi les consommateurs de drogue, d'héroïne en particulier. Et du coup, ils prétendaient que, là je cite la traduction, si Gorbatchev veillait à ce que l'héroïne et la cocaïne continuent d'inonder l'Occident, et que l'industrie pornographique continue de diffuser une propagande glorifiant des pratiques toujours plus débauchées et déviantes, les États-Unis seraient vaincus en l'espace de quelques décennies seulement. En fait, ce qu'il dit, c'est que Gorbatchev, il a bien compris que la maladie, elle était mortelle, et que donc, il inonde le marché occidental de drogue et de pratiques déviantes par la pornographie pour que, là-bas, tout le monde chope la maladie, et en quelques années, la guerre est terminée. En décembre 85, donc très peu de temps après, c'est un peu l'Empire contre-attaque, John Seal, il va être exploité dans le sens inverse. Cette fois, c'est un journal anglais créé par le Parti communiste britannique, c'est le Morning Star. Donc c'est un journal un peu, c'est pas une émanation, mais en tout cas qui porte la voix du bloc soviétique, qui évoque une lettre de Seal. Là, il n'est plus question d'accuser l'URSS, bien évidemment, mais on diffuse l'idée que le VIH pouvait être une arme biologique créée artificiellement par les États-Unis dans un laboratoire qui, vous voyez ici, c'est Fort Detrick, on voit, je ne sais pas si vous voyez, près de Washington. Et que c'est de là que se serait échappé le virus. Et puis en 87, les opérations prennent fin, officiellement, tout du moins. Alors, les explications. Pourquoi, d'un seul coup, l'opération Denver s'arrête? Gorbatchev arrête l'opération, il nie qu'il n'y ait jamais eu une quelconque accusation envers les États-Unis d'avoir des responsabilités dans le virus. Ils font machine arrière complètement. Alors, selon certains spécialistes, c'est pas évidemment pas un accès de conscience soudain du KGB qui a dit on va arrêter de mentir. Non, mais a priori, le problème c'est que le virus à cette époque-là, vers 87, commence à se propager en Russie. Et les Russes avaient besoin de l'expertise des médecins et des scientifiques américains qui avaient travaillé sur le sujet depuis 3-4 ans. Ils ne pouvaient pas se permettre de mettre en péril cette collaboration, puisqu'on savait qu'ils avaient cette opération qui allait à l'encontre des intérêts américains. Du coup, ils auraient décidé d'arrêter l'opération de Denver à ce moment-là. Mais la fin de l'opération n'a pas empêché, et ça c'est un aspect vraiment intéressant, que les fausses nouvelles, au moins certaines d'entre elles qui ont été générées, relayées par cette opération, continuent de se diffuser. Ça, c'est un aspect intéressant parce qu'on voit que les fausses nouvelles, il ne suffit pas de les nier ou de démontrer qu'elles sont fausses pour qu'elles arrêtent d'avoir un impact et qu'elles ne continuent pas de circuler. Notamment, le président de la Namibie de l'époque, pendant les années 90, Sam Nujoma, l'a relayé, Kadhafi, donc des personnes qui avaient un certain écho. Et surtout, ces théories du complot parfois farfelues, qui sont nées dans ce contexte-là, elles ont eu des répercussions vraiment dramatiques.
il y a eu des études qui ont montré que les croyances les croyances complotistes sur le sida, aux États-Unis et en Afrique du Sud, elles ont été associées à des comportements sexuels à risque, au refus d'adhérer aux traitements antirétroviraux, il est tard, et à l'absence de dépistage du VIH. On voit donc, on a une preuve ici, s'il en fallait, que la désinformation et la représentation erronée de la réalité, une représentation de la réalité où on pense que, de toute façon, le virus, c'est une arme biologique, c'est pas quelque chose, une maladie naturelle que je peux contracter comme ça, et bien ça influe négativement et même fatalement sur les mécanismes de prise de décision, parce qu'on va décider de ne pas se protéger ou de ne pas suivre les recommandations sanitaires. Et il y a eu des milliers de morts comme ça qui s'expliquent comme conséquence indirecte de cette désinformation. Le deuxième exemple nous amène plus loin dans le temps, un saut de à peu près 200 ans en arrière, et c'est le cas de la mort de Napoléon en 1814. Alors avant que les passionnés d'histoire me sautent à la gorge, Napoléon n'est pas mort en 1814, il est mort en 1821 bien sûr, mais en 1814 on a fait circuler en Angleterre la nouvelle fausse donc de sa mort. Et dans ce cas également, on avait des précédents qui rendaient la nouvelle plutôt vraisemblable. Napoléon, il avait été victime de différents attentats, il risquait sa vie presque quotidiennement sur les champs de bataille. L'annonce de sa mort, elle pouvait donc être crue, au moins le temps de faire la vérification de l'information, mais début 19e, on peut penser que ça pouvait prendre un certain temps. Cette fausse nouvelle, elle est au cœur d'un cas de désinformation qui est assez spectaculaire et qui mérite, je pense, qu'on s'y attarde quelques minutes. Alors, un peu de contexte. Les événements qui nous intéressent se déroulent au mois de février 1814. Donc on est 2 ans après la campagne de Russie. La campagne de Russie, les troupes napoléoniennes arrivent jusqu'à Moscou, mais elles doivent effectuer une retraite qui est désastreuse. Les troupes sont décimées par le froid, les maladies, et tout ce qu'on veut. C'est la fin de l'hégémonie napoléonienne sur le continent. Et même à la fin de l'année 1813, les forces de la 6e coalition, donc c'est un peu tous les autres qui se mettent contre Napoléon, y compris la Grande-Bretagne, ces forces de la 6e coalition, elles ramènent même la guerre sur le territoire français. Ils passent des frontières au niveau du Rhin sur plusieurs points. Mais en février 1814, la victoire des Alliés est encore loin d'être acquise. Napoléon semble même reprendre du poil de la bête, et on ne peut pas considérer qu'il était vaincu. En somme, le destin du monde à ce moment-là, dans ces jours-là, est en suspens. C'est vraiment le destin du monde, parce que c'est l'avenir géopolitique de toute l'Europe. En tout cas, quand je dis du monde, c'est notre monde à nous, européocentré. On a donc un climat de tension, de stress, d'angoisse qui est particulièrement propice à la prolifération des fausses informations. Et dans ce contexte-là, la bourse de Londres était en effervescence. Les titres d'État, notamment, réagissaient à chaque rumeur, chaque nouvelle concernant ces guerres sur le continent. Alors, ils réagissaient à la hausse quand c'était des nouvelles favorables à la Grande-Bretagne, et oui, c'est ça, et à la baisse quand c'était des nouvelles favorables à Napoléon. En gros, quand on pensait que la Grande-Bretagne et le camp de la Grande-Bretagne britannique allait l'emporter, les titres augmentaient et ils baissaient quand c'était le contraire. Et il y a 2 Britanniques qui avaient parfaitement compris l'impact qu'aurait pu avoir et que pouvait avoir une fausse nouvelle dans ce contexte. Il s'appelle Thomas Cochrane et son oncle Andrew Cochrane. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté un certain nombre de ces titres d'État alors que la valeur était basse, donc quand Napoléon commençait à reprendre du poil de la bête. Ensuite, ils ont fait remonter cette valeur en flèche en faisant croire à la mort de Napoléon. Ils ont vendu à ce moment-là, quand les titres étaient hauts, tous leurs titres, et ils ont amassé un beau pactole. Alors, ils ont ensuite été rattrapés par la justice, mais n'empêche que leur plan avait fonctionné. Mais pour qu'il fonctionne, il ne suffisait pas simplement de diffuser une fake news, d'appeler un journal et de dire, enfin d'appeler à l'époque, mais d'envoyer une lettre ou un télégramme au journal en disant, voilà, Napoléon est mort. Non. Pour que ce soit crédible, ils ont dû organiser toute une mise en scène et s'assurer que la nouvelle serait crue. Alors, leur mise en scène, encore une fois, c'est quelque chose de très complexe. Je vais résumer un peu les éléments principaux. On est à l'aube du 21 février. Et à l'aube du 21 février, arrive sur les côtes britanniques, à Douvres, donc c'est la ville des côtes britanniques au sud qui est la plus proche de la France, un homme déguisé en militaire, qui prétend arriver donc du continent, et qui annonce la mort de Napoléon et la victoire totale des Alliés. Il se trouve dans une auberge et il rédige un message à destination du commandement militaire britannique. Il rédige ce message devant un certain nombre de témoins, dont un journaliste. La nouvelle donc voyage hyper rapidement et elle arrive à Londres, avec tous les détails que le faux soldat avait pris soin d'ajouter à son récit.
Il n'a pas simplement dit, voilà, Napoléon est mort, stop, au revoir. Non, il a dit qu'il y avait une bataille à 6 lieues de Paris, près d'un village nommé Rechaud. Je ne sais même pas si ça existe, je ne l'ai pas trouvé, peut-être que de toute façon, il ne pouvait pas vérifier. Napoléon avait été tué par des Cosaques, les forces alliées étaient rentrées dans Paris, etc. etc. Donc, tout un récit. Et tout un récit, en somme, qui inscrit la nouvelle, la fausse nouvelle, l'élément central de la ruse, dans une myriade de petits détails qui confèrent du coup à cette nouvelle un impact et une pénétration plus forte, on va dire. D'ailleurs, cette technique-là, un des détails, je n'en ai pas parlé, mais dans l'opération Denver, tout à l'heure, le fait d'indiquer un laboratoire précis, ça ancrait la théorie dans un lieu, etc. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà là-bas. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Alors ça a fonctionné quelques heures ou une journée, et ensuite ils ont été rattrapés, mais ça a fonctionné. On peut trouver des exemples de ce cas-là, de ces techniques-là, encore plus anciens. Si on remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qu'on s'intéresse au cas de la conjuration de Catilina. Alors, pour résumer en quelques mots la situation, Catilina, c'est un homme d'État romain qui rêve d'accéder au pouvoir. Il échoue de différentes manières, il essaye de suivre le cursus normal, mais il n'y arrive pas. Et il s'en remet à la dernière solution qu'il trouve, c'est la conjuration. Donc il trouve des gens pour s'allier à lui, même des troupes, enfin il s'organise, il est bien organisé. Et il a un ennemi en particulier, c'est Cicéron. Cicéron, il occupe alors la magistrature la plus élevée dans la République de Rome, il est consul. Et Cicéron, il se trouve donc face à une menace assez grave, et il a besoin pour pouvoir l'éliminer, cette menace, que Rome agisse militairement contre Catilina. Il a besoin que Rome décide d'envoyer l'armée. Et pour cela, il fallait convaincre le Sénat. Et il présente donc plusieurs discours devant le Sénat. C'est là, ce que vous voyez en haut à droite, c'est une célèbre représentation, alors ça date de la fin du 19e siècle, mais qui montre justement Cicéron, que vous voyez debout devant les sénateurs, où il présente ces discours qui sont assez connus, c'est les catilinaires, vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là, les catilinaires, qu'on a. Le texte, on l'a. Et ce texte, il est précieux parce qu'il nous permet de voir et d'analyser la stratégie de désinformation que Cicéron aurait mise en place dans ce cadre. Je dis aurait au conditionnel, vous verrez ensuite pourquoi, on n'a pas vraiment de certitude. Alors que fait Cicéron pour convaincre les sénateurs à agir? Il ne leur dit pas simplement, voilà, il y a une conjuration, il veut prendre le pouvoir. Ça ne suffit pas pour qu'on décide d'envoyer une armée. Alors, il utilise différentes techniques, là encore. Alors, par exemple, il dresse un portrait peu flatteur de Catilina et des conjurés. Il dit que c'est des dépravés de la pire espèce, qui corrompent la jeunesse, qui l'entraînent dans la débauche, etc. Bon, c'est le genre de technique qu'on trouve encore aujourd'hui dans les rhétoriques de nos jours. Et puis, et c'est cette information qui m'intéresse surtout de décrire aujourd'hui, il annonce au Sénat que Catilina voulait brûler Rome. C'est l'image que vous voyez là. Alors, je cite la traduction française mais c'est très bref, du discours de Catilina, de Cicéron. Il dit: Catilina voulait porter dans Rome massacre et incendie, préparer notre mort à tous et la ruine de cette ville, ou plutôt celle de tout l'univers. Donc, vous voyez qu'il met beaucoup d'emphase pour montrer que la menace, elle est gravissime. Mais d'ailleurs, cette menace d'incendie, elle avait des précédents avérés. On voit que c'était, on a vu tout à l'heure que c'était un élément, un ingrédient important pour qu'une fausse nouvelle marche. Rome avait subi des incendies dévastateurs à plusieurs reprises dans son histoire. Du coup, ce n'était pas une menace en l'air. Une menace gravissime, donc, qui pouvait alarmer les sénateurs, qui pouvait alarmer le peuple de Rome. Mais cette menace, si elle demeurait vague, floue, elle risquait de faire long feu, elle risquait de ne pas faire mouche. Et ça, Cicéron semble l'avoir parfaitement compris. Entre parenthèses, c'est assez rigolo, on voit que dans le passé, et c'est quelque chose que Cyril André avait déjà montré en parlant de l'histoire de la magie, il y a des choses que la science a découvert aujourd'hui, mais qui avaient déjà été intuitivement compris par le passé. C'est un peu la même chose ici. Que fait Cicéron? Il insère ses discours dans toute une série de détails qui donnent à la menace un caractère plus tangible. Et notamment, il décrit dans ses discours les différentes étapes du plan tactique que les conjurés avaient imaginé pour prendre la ville, se retrouver à tel endroit, incendier tel bâtiment, etc. Et pour connaître ce plan, d'après ce que dit Cicéron, il avait utilisé un stratagème. Alors il se trouve qu'à l'époque, c'est en 63 avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il y avait à Rome une délégation d'Allobroges. Les Allobroges, c'est un peuple celte qui habitait en Gaule, un peu en dessous de chez nous. Et Cicéron dit qu'il les a convaincus
ces allobroges d'envoyer des émissaires auprès de Catilina en faisant croire à Catilina qu'il voulait s'associer à la conjuration. Et en fait, sous cette couverture, il devait récupérer les informations sur le plan des conjurés que lui, Cicéron, après utiliserait devant le Sénat comme preuve. Et avec tout ça, Cicéron il parvient, vraisemblablement, à susciter dans l'esprit des sénateurs une peur profonde. C'est ce sentiment, cette émotion plutôt, qui semble avoir conduit le Sénat à agir dans le sens voulu par Cicéron. C'est quand cette peur est devenue vraiment tangible. Alors, là encore, on n'était pas là pour voir ce qui se passait dans la tête des sénateurs, mais et il ne faudrait pas penser non plus que Cicéron a retourné l'opinion du Sénat. Il semble plutôt grâce à ça, il l'a poussé un peu plus dans sa direction jusqu'à ce qu'il décide d'agir. C'est ce que nous dit Salluste. Salluste est un historien romain qui est contemporain des événements et qui dit que les citoyens de Rome étaient initialement plutôt favorables à la guerre contre Catilina, mais que c'est à partir du moment où ils ont appris que les conjurés prévoyaient de faire brûler la ville et donc toutes leurs possessions qu'ils se sont décidés à agir. Donc ça confirme, enfin ce témoignage d'époque, il nous confirme cette hypothèse. Alors j'ai dit tout à l'heure que Cicéron désinformait probablement le Sénat. J'avais insisté sur le conditionnel. Probablement parce qu'on ne peut pas dire avec certitude dans quelle mesure ce qu'il disait était vrai ou faux, ou en tout cas ce qu'il y avait de vrai et ce qu'il y avait de faux. On n'a pas les éléments, les preuves concrètes, les sources qui nous prouvent que il a dit que les allobroges étaient là alors qu'ils n'étaient pas là à cette date-là. On n'a pas les données pour comparer. Mais il y a un élément qui fait pencher la plupart des spécialistes de la question aujourd'hui pour l'hypothèse selon laquelle une bonne partie au moins des discours de Cicéron étaient des fausses informations. Et cet élément, il est justement lié à la vraisemblance, au caractère de vraisemblance. Ces spécialistes, ils estiment en fait qu'il était peu vraisemblable que Catilina, qui désirait gouverner Rome, veuille l'incendier. Pourquoi ? Pour gouverner sur un champ de ruines, ça n'aurait pas de sens à cette époque-là. Et on peut s'interroger, en fait, alors là c'est plutôt une réflexion un peu personnelle, mais sur les raisons pour lesquelles les sénateurs à cette époque n'ont pas relevé cette invraisemblance, ou alors, en tout cas, ils ne l'ont pas jugée suffisante pour changer d'avis sur la question, alors que des chercheurs 2000 ans après, eux, l'ont vu. Alors encore une fois, on est dans le domaine des conjectures ici, mais peut-être qu'on peut l'expliquer par l'importance de la peur, justement, de l'influence de cette émotion qui a pu altérer le jugement des sénateurs, qui étaient menacés de tout perdre, mais qui n'avaient aucune prise sur les chercheurs de notre époque. Alors, c'est que des conjectures, je vais les laisser là, mais ça me permet d'aborder un autre mécanisme essentiel de la désinformation, justement celui des émotions, du pathos. Le pathos, c'est un levier vraiment extrêmement puissant, parce qu'il permet, en quelque sorte, de désactiver les défenses de la personne qui est visée par la désinformation. Alors, sur ce que je vais dire là, je m'appuie sur les propos notamment de Gerald Bronner, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là, et qui s'appuie sur des travaux récents de neuropsychologues, de psychologues, etc. Et il dit que, je me suis perdu, la peur, le levier de la peur, permet de contourner le mécanisme de vérification des informations, qui est certainement notre principal moyen de défense face à la désinformation. Mais comment les émotions parviennent à faire ça ? En fait, certaines de ces émotions, et notamment les émotions négatives, je disais, il y a la peur en particulier, on en verra une autre tout à l'heure, que ces émotions négatives, quand elles sont suscitées chez ceux que le désinformateur vise, elles engendrent automatiquement une réponse physiologique dans le cerveau. Elles favorisent une réponse rapide et intuitive du cerveau. Et cette réponse rapide et intuitive du cerveau, et cette réaction immédiate, en fait, elle empêche de procéder à une analyse rationnelle. Une analyse rationnelle qui est plus lente, plus coûteuse en termes cognitifs. En gros, par conséquent, quand une fausse nouvelle est transmise au sein d'un discours ou dans un récit qui active des émotions de ce type, ça favorise l'acceptation des fausses nouvelles. Là aussi, c'est quelque chose qui avait été compris de façon peut-être plus intuitive, sans comprendre exactement les mécanismes physiologiques et neurologiques qui s'activent, il y a déjà plusieurs décennies. Au début du siècle dernier, l'historien Marc Bloch, qui a écrit un texte très important sur les fausses nouvelles dans le cadre de la Première Guerre mondiale, il disait, je cite, c'est très court là aussi, « On ne dira jamais assez à quel point l'émotion et la fatigue détruisent le sens critique ». C'était ce phénomène-là qui pointait. Et on en a bien des exemples, y compris dans notre 21e siècle. Il n'y a pas besoin de remonter très loin dans l'histoire. La peur suscitée par les attaques terroristes du 11 septembre 2001, elle a fait naître quantité de fake news et de théories complotistes. Même chose plus récemment avec la crise sanitaire de 2019 et toute l'angoisse que ça a générée. C'est le cas également de la peur de l'autre, entre guillemets, la peur de cet étranger qui est présenté notamment par les tenants du
du grand remplacement comme une menace, alors tantôt économique, qui viennent nous piquer nos jobs, tantôt social, culturel, etc. La peur, elle est certainement l'une des émotions les plus puissantes de ce point de vue-là. Mais comme je le disais, ça marche aussi avec d'autres émotions. Par exemple, l'indignation. Pour vous illustrer ce principe, je vais faire un saut en arrière, cette fois de 2500 ans. Donc je vais revenir plutôt sur des terrains que je connais un peu mieux, pour voir un exemple dans lequel un manipulateur rusé parvient à prendre le pouvoir, précisément en exploitant ce sentiment d'indignation des citoyens, et ça pour les duper. L'affaire, elle se passe à Agrigente, donc c'est en Sicile, maintenant en Italie, mais à l'époque c'était en Grèce. Et son protagoniste, c'est Phalaris. Phalaris, il a été tyran d'Agrigente de 570 à 554 avant Jésus-Christ, donc au VIe siècle avant notre ère. Phalaris, il n'avait pas exactement une bonne réputation. Alors selon la légende, c'est ce que vous voyez là dans cette gravure que j'ai mis, il aurait fait construire un taureau d'airain dans lequel il plaçait ses ennemis. Ensuite, il allumait un feu en dessous et les hurlements des victimes devaient, avec la résonance du métal, simuler un peu le cri le mugissement plutôt du taureau. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment sa cruauté, c'est la façon dont il est arrivé au pouvoir, ou plutôt dont il s'est emparé du pouvoir. Alors, surtout que lui, avant de devenir roi, il était, entre guillemets, simplement receveur des impôts. Ce n'est pas le roi de la cité voisine qui a conquis Agrigente, etc. C'était un citoyen lambda, on va dire, qui est parvenu à accéder au pouvoir. Alors, ce récit-là, il nous est donné par Pollien. Pollien, c'est un auteur grec du IIe siècle. Je donne quelques précisions là-dessus parce que c'est assez important pour comprendre un peu à quel type de récit on a affaire. Il nous le raconte dans ses stratagèmes. Pollien, il a écrit un recueil de stratagèmes, et les stratagèmes, c'est des c'est des textes assez courts qui racontent à chaque fois une ruse de guerre ou une ruse, dans ce cas-là, un peu plus politique. Et sur ces récits, la véracité historique, elle n'est pas toujours certaine, tant s'en faut. On ne sait pas si ça s'est vraiment produit comme ça. Des fois, il raconte quelque chose qui s'est véritablement produit, mais ce n'était pas au même endroit ou pas à la même époque. Bref, on n'est pas sûr que ce soit des faits historiques avérés. Mais ce qui compte pour nous, ce n'est pas vraiment ça. C'est le fait qu'à cette époque-là, à l'époque de Pollien, ce genre de manipulation qu'il imagine était considéré comme quelque chose de réalisable, de faisable, de possible. C'était pas, les stratagèmes, c'est pas des récits farfelus incroyables. C'est des ruses de guerre, certaines avérées, certaines d'autres, mais toutes sont crédibles. Le fait qu'elles soient pour utiliser un anachronisme, dans l'imaginaire collectif de cette époque-là, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, que nous dit Pollien ? Il nous dit que Phalaris, alors qu'il était donc qu'un citoyen parmi les autres, il apprend que sa ville avait pour projet de construire un temple en l'honneur de Jupiter, et comme on le faisait souvent à cette époque-là, on construisait les temples sur une éminence rocheuse qui surplombait le territoire de la ville. Alors Phalaris, il propose de diriger les opérations. Il promet notamment de recruter les ouvriers les plus habiles, de se procurer les matériaux nécessaires, et comme il était ancien receveur des impôts, il offrait un peu toutes les garanties pour une utilisation saine, on va dire, et efficace des deniers publics. Par conséquent, les citoyens décident de lui confier la direction des travaux. Phalaris recrute des travailleurs étrangers, il fait transporter jusqu'au sommet, jusqu'au chantier des esclaves pour la construction, tous les matériaux nécessaires, etc. Le chantier débute, les fondations sont construites, et c'est là que Phalaris met son stratagème en action. Et c'est là que, notamment, il utilise la désinformation. Et c'est quelque chose de vraiment super intelligent. Il envoie en ville un homme, donc le chantier il est un peu à l'extérieur et il surplombe, et il envoie un homme en ville chargé de faire une annonce à la population. Cette annonce, c'est qu'une somme d'argent sera offerte à quiconque dénoncera ceux qui ont dérobé sur le chantier du bois ou du fer. Ce qui est super habile de la part de Phalaris, en tout cas Pollien qui nous le raconte, c'est que la fausse nouvelle qui est essentielle dans cette désinformation, c'est pas celle qui est explicitée dans le message. C'est pas que celui qui dénoncera les voleurs sera récompensé. C'est pas cette information-là qui compte. C'est la prémisse, à savoir que il y a eu des vols qui se sont produits sur le site de la construction. Et pourquoi c'est intelligent de faire ça ? C'est parce qu'en faisant comme ça, il s'assure que la véracité de cette information-là, elle ne pouvait pas être mise en cause. Puisqu'on annonçait qu'on cherchait des coupables, c'est que le crime, il était acté que le crime, il avait eu lieu, on ne peut plus remettre en cause ça. Et dans ce stratagème subtil décrit par Pollien, cette fausse information-là, le fait qu'il y a eu des vols, elle avait une fonction bien précise et essentielle, qui était celle, pour la réussite du plan, qui était celle de susciter l'indignation des concitoyens.
face donc à ce prétendu vol. En effet, c'était un acte odieux. Il offensait, bon, bien sûr, les citoyens qui finançaient les travaux, mais surtout, c'était un outrage à Jupiter, le dieu pour lequel le temple devait être consacré. Il atteint son objectif, les Syracusains s'indignent, et quand Phalaris leur présente une solution pour que la chose ne se reproduise pas, c'est-à-dire de faire fortifier le chantier, ils y acceptent sans réfléchir à deux fois. Il dit, ok, donnez-moi les moyens de fortifier le chantier, comme ça n'arrivera plus. Sous le coup de l'indignation, ils disent oui tout de suite sans réfléchir. Il ne reste plus alors à Phalaris qu'à dérouler en quelque sorte le reste de son stratagème. Il fait ériger les murailles, donc il fortifie le chantier, il arme ses esclaves, les esclaves qu'il avait recrutés lui-même, il attend ensuite un jour de fête où la population est distraite par les cérémonies, il attaque la ville, tue la plupart des hommes, s'empare du pouvoir et devient tyran de la ville. Avec ces derniers exemples, on constate deux choses, deux aspects en fait qui sont un peu l'un le revers de l'autre, qui sont extrêmement liés. Mais la première, c'est que la désinformation, elle trouve des conditions très favorables à sa prolifération autour des sujets qui véhiculent des émotions négatives, qui ont un fort impact, donc l'indignation ou la peur. Et la seconde, c'est qu'en jouant sur ce levier du pathos, de l'émotion, on incite à croire sans vérifier l'information. On chante en fait ce système qu'on pourrait avoir, analytique, qui nous permettrait de repérer des pièges possibles et des entourloupes. Mais, même quand rien ne nous empêche de vérifier l'information, même quand notre jugement n'est pas altéré, ce n'est pas toujours une affaire simple de faire ce qu'on appelle du fact-checking ou du debunking. Et ce n'est pas simple pour différentes raisons. Dans le passé, par exemple, un des obstacles majeurs pour vérifier les informations, ça pouvait être la vitesse, ou plutôt la lenteur avec laquelle les communications se passaient. Et ça, je vais l'illustrer avec à peu près le dernier exemple, en tout cas le dernier exemple dans lequel je vais aller un peu en détail, et qui est certainement l'un des plus anciens cas de désinformation attestés dans notre histoire, qui remonte au XIVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le pharaon Akhénaton régnait sur un territoire vaste. Alors, cette carte-là, je l'ai reprise de totems qui ont été créés à destination des écoles, et la capitale n'est pas au bon endroit, enfin c'est pas grave, mais à titre indicatif, ça nous donne quand même ce qu'il nous faut pour comprendre l'histoire. Donc, à l'époque, le pharaon Akhénaton régnait sur un territoire vaste. Les ressources et les hommes étaient à peu près concentrés, pour la plupart, le long du Nil, du cours du Nil et au niveau de son delta, mais son autorité au pharaon s'étendait bien au-delà, jusqu'aux côtes libanaises, syriennes, etc. Donc, juste, par exemple, à la ville de Byblos, que vous voyez indiquée sur la côte. Sur ces régions, le contrôle était en large mesure indirect. En gros, il y avait des rois locaux qui étaient soumis aux tribus, mais qui avaient une certaine autonomie. Et entre la capitale et ces territoires lointains, l'échange d'informations se faisait par l'envoi de tablettes d'argile. Il fallait plusieurs jours ou semaines pour les acheminer à leur destinataire, et si par chance le messager arrivait à bon port, il en fallait autant pour recevoir une réponse. Donc pour toutes ces parties du territoire qui étaient soumises à son autorité, mais qui se trouvaient trop éloignées de la capitale pour permettre des échanges quotidiens, le pharaon ne disposait souvent d'informations obsolètes, avant même qu'elles n'arrivent à destination. On pouvait recevoir un appel à l'aide, une tablette, on nous appelle à l'aide pour envoyer des renforts, et le temps qu'on la reçoive, la guerre est terminée, et voilà. Concrètement, c'était quelque chose qui pouvait se passer. Dans ce contexte, il était donc possible d'être victime de manipulation et de désinformation. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec Akhénaton. Akhénaton a été la cible d'une ruse dont on a la trace à travers la tablette que vous voyez au milieu, là, qui est conservée aujourd'hui au Louvre. Enfin, si elle n'a pas été volée avec le reste, je ne sais pas. En tout cas, elle y était il n'y a pas longtemps. Et cette tablette, elle lui a été envoyée par Rib-ad-Di. Rib-ad-Di, c'est le roi de la ville de Byblos. Et dans cette lettre, il lui demande son aide militaire. Il demande que le pharaon envoie des troupes parce que la ville est assiégée par un empire ennemi qui vient de l'Est. Et cette lettre, elle évoque deux nouvelles contradictoires que le pharaon avait reçues et qui pouvaient influencer de façon déterminante la décision qu'il devait prendre. La première, elle émanait des ennemis du pharaon, qui avaient fait courir la rumeur selon laquelle la ville de Byblos était infestée par la peste. L'envoi de troupes égyptiennes donc pour la délivrer, elle aurait causé la propagation de la peste dans toute l'armée égyptienne. La seconde information, elle provenait en revanche de Rib-ad-Di, donc le roi de Byblos, qui démentait catégoriquement la première nouvelle et disait, en gros, les ennemis disent que la peste sévit à Byblos, c'est pas vrai, envoie-moi des renforts.
Donc on a deux nouvelles qui se contredisent mutuellement. L'une seulement pouvait être vraie, l'autre était forcément de la désinformation. Le pharaon se trouvait donc face à un dilemme. Avec les informations dont il disposait, il n'avait pas vraiment de moyen d'aller vérifier. Laquelle des informations était vraie? Soit les ennemis avaient diffusé cette rumeur pour l'inciter à rester passif et donc leur permettre de prendre la ville, soit Rib ad-Di mentait, il y avait vraiment la peste, mais il voulait à tout prix avoir des renforts, et donc il trompait son pharaon. L'histoire ne nous dit pas, malheureusement, laquelle des deux était vraie. Mais ça ne remet pas en cause l'intérêt de cet épisode dans l'histoire de la désinformation, parce que sans savoir l'effet de cette tentative de manipulation, sans savoir même laquelle des deux nouvelles était vraie, ce récit montre clairement comment l'emploi de la désinformation entraîne l'installation d'un sentiment de défiance. Ici même, entre le pharaon et celui qui devrait être, théoriquement, lui devrait être loyal. Il en est amené à douter même de sa loyauté. Et c'est un sentiment de défiance qui peut saper les fondements même de l'organisation du pouvoir et qui a des effets très délétères encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on pourrait justement penser qu'une situation de ce genre ne pourrait plus se produire. Les informations elles circulent à une vitesse telle que il est à peu près possible de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde en un clin d'œil, à peu près. Mais maintenant, on a un problème différent. On est à tel point inondé d'informations et de fausses informations que si on devait toutes les vérifier, il faudrait passer sa journée à faire du fact-checking. D'ailleurs, le fact-checking n'a pas été toujours la seule façon d'établir la limite entre le vrai et le faux, de dire qui dit le vrai, qui dit le faux. Si on pense, il y a quelques siècles, à Lord Ali, au duel, c'était des moyens qu'on trouvait pour déterminer la vérité. Il y en a un qui dit « moi j'ai raison », l'autre qui a raison, battez-vous. Celui à qui Dieu donnera la victoire, ce sera celui qui avait raison. Il y a des points de divergence, en fait, notamment avec le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, d'ailleurs, on considère cette époque souvent comme l'âge d'or de la falsification. Une époque où la conception de la limite entre le vrai et le faux, qui pouvait être vraiment différente de la nôtre, au moins en apparence. Ces points de divergence, ils apparaissent notamment dans un concept qui est celui de la pia fraus, c'est la fraude pieuse. En fait, selon ce concept, il pouvait être légitime de produire un faux document, si ce faux pouvait rendre sensible, tangible, une vérité plus profonde, souvent une vérité divine. En gros, des moines pouvaient produire, c'est arrivé, une fausse bulle papale, par exemple, pour justifier de leur possession de tel ou tel territoire. De leur point de vue, en fait, en le faisant, ils ne trahissaient pas la volonté divine, la vérité divine. Il manquait une preuve matérielle, légale, pour établir concrètement la vérité. La produire, pour eux, ce n'était pas une fraude. Ce genre de pratique, elle peut apparaître totalement étrangère à notre vision du monde. Elle semble reléguer un peu le Moyen-Âge dans une époque lointaine et ténébreuse. Moi, c'est vrai que quand j'avais étudié ces cas-là, les premières fois, je m'étais dit, mais c'est quand même incroyable. Nous, maintenant, on ne pourrait plus faire quelque chose de ce genre-là. Et ensuite, il m'est arrivé de penser à d'autres choses qui m'ont fait un peu revenir sur ma position. Je vais donner deux tout derniers exemples pour illustrer ce point, avec des analogies qu'il faut bien sûr prendre avec des pincettes, parce que je vais faire des analogies entre des cas vraiment très différents. Et là, on est plus vraiment dans le domaine de ma réflexion personnelle, mais c'est assez intéressant, je trouve. Le premier cas qui m'a fait penser que finalement le Moyen-Âge n'était pas, cette mentalité-là propre à la pia fraus n'était pas si loin de ça de nous, il date du XXe siècle. Au XXe siècle, les propagandistes du bloc soviétique considéraient leur campagne de désinformation comme une manière de mettre en lumière des vérités plus grandes. Leurs désinformations étaient aptes à révéler la vraie nature du capitalisme. Alors, pour eux, en gros, ces campagnes de désinformation, elles aidaient la vérité en créant des informations fausses, certes, mais qui reflètent et rendent tangible une réalité plus profonde. Alors, il n'est pas question de religion là, mais d'idéologie, mais c'est à peu près le même raisonnement que suivaient les moines du Moyen-Âge. Et puis, un dernier exemple qui provient cette fois de mon expérience personnelle. J'ai été responsable d'un master ici à la Fac de Lettres, en gros, qui forme des étudiants à travailler dans le développement international, dans le management des entreprises du luxe, en gros, donc des entreprises du design, etc. Et pendant ces années à diriger le master, j'ai souvent eu des échanges avec des professionnels du secteur, donc des gens qui travaillaient dans des boîtes, dans l'horlogerie, dans la mode, etc. Et qui me disaient combien pour eux, la capacité à maîtriser la langue écrite et orale était importante chez les candidats pour travailler chez eux. Et moi, c'était un discours que je tenais auprès de mes étudiants. Je leur disais tout le temps, faites attention, faites pas de fautes, apprenez à bien écrire, lisez beaucoup. Et je voyais bien dans leurs yeux que c'était, oui, le prof de lettres qui nous dit qu'il faut bien écrire, super, ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Et je m'étais dit que, si j'avais des témoignages précis de ces professionnels qui appuient cette idée, j'arriverais plus facilement à les convaincre. Or, moi, je n'avais jamais eu la présence d'esprit de noter. Quand je discutais avec des professionnels, je n'avais pas noté ce qu'ils me disaient. Et je me suis dit, un coup,
pourquoi ne pas demander à l'IA de générer des commentaires dans ce sens que je pourrais utiliser auprès de mes étudiants? Au fond, ça ne serait pas mentir, puisque les professionnels, ils m'avaient vraiment dit ça. Simplement, je n'avais pas noté les mots exacts. Alors, je ne l'ai pas fait, hein, finalement. Hein. J'ai un peu honte de dire d'avoir eu cette idée, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est une idée, quand même, qui montre que, finalement, ce concept-là, il peut, de Pia Fraus, donc, qui semble tellement éloigné, et qui remet un peu en cause notre vision de ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge et la falsification, il peut réapparaître dans des contextes complètement différents et qu'il faut y demeurer attentif. Alors, quelques remarques juste pour conclure. Je ne sais pas au niveau timing comment je suis. Ouais, j'en ai pour 5 minutes. Je suis passé d'exemple en exemple. Il y en a d'autres dans le bouquin. Et je l'ai fait pour isoler et illustrer certains aspects de la désinformation tels qu'elle se manifestent dans des contextes différents, justement, à des époques différentes, mais avec certains traits constants. J'aurais pu en prendre plein d'autres, illuminer d'autres des facettes de cet objet polymorphe, en fait, qui est la manipulation de l'information. Il y aura vraiment des milliers de facettes différentes. Mais j'ai parlé, moi, surtout de la vraisemblance. Et je terminerai par quelques remarques sur ce facteur qui peut brouiller la limite entre le vrai et le faux. Ça rend quelque chose qui est faux, ça donne à quelque chose qui est faux une apparence de vérité. Et la vraisemblance, on l'a vu, elle apparaît comme un critère fondamental pour la propagation d'une fake news. Et pourtant, il y a certaines fausses nouvelles qui ont eu un succès indéniable, bien qu'elles apparaissent tout sauf plausibles. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'adrénochrome. L'adrénochrome, ça serait une substance qui assurerait la jeunesse éternelle et qui serait contenue dans le sang des enfants. Je crois des enfants jusqu'à 3 ans. Après, je ne sais pas pourquoi ça disparaît. Eh bien, il y a certains de nos contemporains qui sont convaincus du fait que les élites mondiales, le Deep State et Hillary Clinton et compagnie, Bill Gates, qui gouvernent secrètement notre monde, ça c'est pas une fake news, c'est vrai, se réuniraient pour sacrifier des enfants. Ils iraient même jusqu'à provoquer des conflits, bien sûr, loin de chez eux, pour avoir du sang en abondance à récupérer pour rajeunir. C'est une théorie qui est tout sauf vraisemblable, effectivement, et puis si on analyse les faits, alors pourquoi? Alors ils accusaient notamment, j'ai un trou de mémoire, l'ancien président américain, oui, voilà, de le faire, et en même temps, il lui disait que c'était un vieux décrépit, s'il a les moyens d'avoir la jeunesse éternelle, comment ça se fait que... Enfin, bref. Le truc, c'est que c'est tout sauf vraisemblable, on pourrait même en rire, sauf qu'en 2016, il y a une des personnes qui était convaincue de l'existence de ce complot qui s'est rendue dans une pizzeria du Connecticut. Il croyait qu'il y avait une cave secrète, une salle secrète dans les sous-sols où ces dirigeants secrets du monde se réunissaient pour boire le sang. Et il a commencé à tirer à l'arme à feu pour libérer les enfants. Il n'a pas fait de victime, mais il a quand même été en prison. Il s'est suicidé il n'y a pas tellement longtemps. Cet exemple-là, il tendrait à dire, le caractère vraisemblable, en fait, il n'est pas un ingrédient indispensable de la désinformation. Eh bien, je pense malgré tout que si. Simplement, à mon avis, il montre le caractère subjectif de la perception de la vraisemblance. Et ça, c'est important parce qu'en fonction de où se place notre jauge de perception de ce qui est vraisemblable ou non, eh bien, on va être plus ou moins sensible et fragile face à la désinformation. Ce qui paraît tout à fait crédible à une personne peut être totalement invraisemblable aux yeux d'une autre. Récemment, il y a eu un congrès à Besançon, Time World, qui a eu un grand succès, mais dans lequel il y avait vraiment des pointures comme Roland Lehoucq, l'astrophysicien, qui est venu parler. Et Roland Lehoucq, dans sa conférence, il confrontait des récits de science-fiction avec les possibilités de la science actuelle. Et en particulier, il montrait une image d'un vaisseau spatial dans le film Avatar, et il disait, les réacteurs, c'est pas du tout possible qu'ils soient comme ça, il faudrait trop d'énergie pour que ça marche, etc. Alors, moi, je suis persuadé que le vaisseau d'Avatar, pour 99% des spectateurs qui vont regarder le film, il paraît vraisemblable. Enfin, il n'y a aucun d'entre nous qui dirait, alors évidemment, c'est une œuvre de fiction, on suspend tous un peu notre incrédulité, mais pour un spécialiste comme lui, oui, d'accord, ça paraît invraisemblable. Pourquoi? Parce qu'il a énormément plus de connaissances que le commun des mortels dans cette question-là. Donc pour lui, ce qui est vraisemblable, la jauge, la limite, elle se place bien au-dessus que pour la plupart des gens. Plus généralement, donc, ce que je pense, c'est que l'un des facteurs qui contribue à ces différences de jugement, il réside dans l'éducation reçue, dans la formation reçue. Alors, pas l'éducation considérée tant en termes quantitatifs, c'est pas vraiment, le niveau d'études, le diplôme. D'ailleurs, il y a même des études qui tendent à démontrer que la réceptivité par rapport aux théories du complot, elle n'est pas corrélée à un niveau de diplôme. Par contre, à mon avis, ce qui compte, c'est de considérer l'éducation en termes qualitatifs, c'est-à-dire en gros la nature des connaissances et des compétences méthodologiques et de raisonnement que cette éducation permet d'acquérir. Je pense que l'éducation, l'aiguisement de l'esprit critique sont
l'un des enjeux essentiels pour lutter contre la désinformation, mais ce n'est certainement pas le seul. Selon moi, il faut des mesures sur 2 autres plans. Il faut, à mon avis, une certaine forme de régulation de l'information, notamment sur les réseaux. Alors, ça pose la question de la liberté d'expression. Ce n'est pas un problème facile à régler. On le voit hein, maintenant avec ce qui se passe avec X, Twitter, enfin, anciennement Twitter, etc. Mais je pense que c'est quand même nécessaire. Et le deuxième plan, c'est qu'il faut une plus grande, alors j'ai du mal à trouver, à mettre un terme vraiment dessus, mais une plus grande transparence dans la parole autorisée, entre guillemets. Autorisée, ça veut dire quoi? En gros, jusqu'aux réseaux sociaux, la parole autorisée, elle venait grosso modo de 3 sources, les journalistes, la presse et les médias, le monde politique et la parole scientifique. Le problème, c'est qu'il y a eu des scandales dans la science, il y a eu des scandales dans la médecine, dans la politique. Il y a plein de cas, en fait, qui donnent des armes à tous ces complotistes qui vont dire, bah, vous voyez, il ne faut pas vous vacciner. Dans le vaccin, il y a la puce pour la 3G, puisque il y a eu des scandales pharmaceutiques, donc vous ne pouvez pas le nier. Donc voilà. S'il y avait plus de transparence et on va dire, probité dans cette parole scientifique, journalistique et politique, ça permettrait de restaurer une forme de confiance qui est indispensable. On l'a vu, les dégâts que peut causer la défiance dans la parole de ces producteurs autorisés d'information. Cette confiance, c'est le collant de nos sociétés, en fait. Et elle commence à faire cruellement défaut. C'est vraiment une tâche très compliquée que de lutter contre la désinformation. Donc on peut mettre en place des choses au niveau personnel, mais il y a aussi des mesures à prendre à un niveau beaucoup plus important. Voilà. Sur cette note d'optimisme, j'ai terminé et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Michel. On a le temps de questions, de remarques. Qui souhaite commencer? Oui. Je vous passe un micro. Bonjour, merci beaucoup, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Gabrielle Godin. Je ne sais pas si je vais bien m'exprimer et c'est plutôt un commentaire qui pourrait vous relancer un peu sur ce que vous avez dit. Je crois aussi qu'il y a une notion d'autorité de celui qui aussi dit l'information. Qui est assez intéressante. Il y a aussi, je crois, le fait qu'on parle de fake news ou d'infox ou de désinformation. On pourrait aussi peut-être parler qu'on est toujours dans l'ignorance et qu'au fur et à mesure, en fait, on arrive à trouver certaines vérités. Peut-être ça aussi, ça serait un autre regard qu'on pourrait porter aussi sur justement ces nouvelles. Et aussi, je voulais aussi vous parler peut-être d'une étude qui a été faite par Alexandre Coutan au Lab CMO de l'UQAM, qui a vérifié le comportement de lycéens, l'équivalent de lycéens, sur des informations de Radio-Canada, qui est quand même un grand média national, et que effectivement, il y a une notion de peur, de pathos qui embarque, mais que justement, les réseaux sociaux et le fait qu'ils se côtoient permet aussi une intelligence collective et permet aussi, et comme il y a beaucoup de, maintenant, comme vous avez conclu, une certaine, on va dire, peur des médias, des journalistes, on se remet beaucoup en question par rapport à leurs paroles et à la véracité de ce qu'ils disent, justement, arrive avec la communication et le groupe collectif à mettre de côté dans un deuxième temps, cette peur pour pouvoir avoir justement un esprit critique qui reprend les dessus sur la manière dont ils vont percevoir les informations. Et donc, après, de quelle manière vérifie-t-il les informations et qu'est-ce qui prend le dessus, etc. J'en ai aucune idée, mais c'est assez intéressant, en fait, comme information, je trouvais, à ajouter. Okay. Merci énormément, c'est vraiment très intéressant. Merci. Ben, merci à vous. Et effectivement, c'est très riche ce que vous avez dit. Vous avez évoqué pas mal de problèmes. Et effectivement, c'est une question tellement vaste que c'est aussi un peu pour ça que moi j'ai précisé un peu au début d'où je venais en termes scientifiques, pour montrer que mes compétences, c'est surtout sur ce regard historique sur la désinformation. Mais il y aurait tellement de compétences à mettre ensemble pour affronter le problème. La question d'autorité dont vous parliez, effectivement, elle est importante. Alors, l'autorité, elle peut être à double tranchant. Il y a eu toute...
je vais repartir dans le passé, mais pendant tout le Moyen-Âge, enfin une grande partie du Moyen-Âge, avec la scolastique, il y avait un excès de confiance dans l'autorité. C'est-à-dire que si quelque chose était dit par une auctoritas, par exemple Aristote, c'était vrai. S'il avait dit qu'en lançant quelque chose, il ne tombera pas par terre, et que moi je vois qu'en lançant quelque chose, ça tombe par terre, ben non, mais c'est mes sens qui me trompent, c'est Aristote qui a raison. Donc il y a un équilibre à trouver aussi à ce niveau-là, mais effectivement, cette autorité, elle doit se baser sur un rapport de confiance. On place de l'autorité dans une figure quand on a confiance dans le fait que ce qu'elle va nous dire, ce n'est pas forcément la vérité absolue, mais au moins c'est quelque chose d'objectif et de fondé sur une méthode. La deuxième chose dont vous parliez, enfin une des choses dont vous parliez, c'est les réseaux sociaux, effectivement. Alors, les réseaux sociaux, ça pose aussi une autre problématique que sur les réseaux sociaux et sur Internet en général, on pense être en contact avec, avoir accès à toutes les informations, mais en fait, il y a un phénomène qui est celui des bulles de filtration qui font que ces communautés dans lesquelles on se retrouve sur les réseaux sociaux, effectivement, elles peuvent agir sur ce sentiment de peur par rapport aux nouvelles parce que c'est rassurant. Mais c'est aussi rassurant parce qu'on est entouré de gens qui pensent comme nous. Et ça, c'est pas forcément salutaire. C'est un peu une image que prenait un collègue à moi qui travaille là-dessus, c'est de dire ces bulles de filtrage, c'est un peu comme quand on est dans un bain et qu'on rajoute de l'eau chaude petit à petit, on se sent bien, on se sent mieux, puis au bout d'un moment, on se brûle quand même. C'est exactement la même chose. Et les médias, effectivement, c'est un problème, la confiance dans les médias. Mais pourquoi aussi? Parce que les médias, même les médias traditionnels, maintenant, sont soumis à une loi du marché qui fait qu'il faut faire du chiffre. Et faire du chiffre sur Internet, ça veut dire gagner avec la pub, donc faire du clic. Et donc, on fait du backclick, des fausses informations, des informations sensationnelles. Et c'est ça où mettre la clé sous la porte, souvent. Et c'est ça qui complique les choses. Il y a un organisme aux États-Unis, enfin, ces statistiques, c'est un peu en dehors de ce que vous disiez, mais elle est tellement frappante, sur le président américain. Il y a un institut aux États-Unis qui fait du monitoring des fake news. Et il a cette caractéristique d'être composé à moitié de républicains, à moitié de républicains et à moitié de démocrates. Donc, et ils ont estimé que dans le discours, ils ont analysé tout ce qu'a dit, toutes les affirmations de Trump, il y a 3% d'informations vraies dans ce qu'il dit cette année. Il y en avait 4% en 2016. C'est un truc de dingue. Comment avoir le temps de vérifier tout ça? Et moi, je connais des gens qui suivent sur les réseaux sociaux de Trump, qui il publie toutes les 10 minutes des informations. Donc, c'est un rythme qui est impossible. Et puis, il y a une loi qui s'appelle la loi de Brandolini, je le dis avec l'accent parce que c'est un italien, qui a montré qu'en gros, vérifier une information, c'est un coût cognitif 6 fois plus important, enfin je ne sais plus exactement, mais bien plus important que de créer une fausse nouvelle. Donc là aussi, c'est pareil. Moi, j'ai fait l'expérience un coup d'échanger par commentaires interposés sur Facebook, parce que je suis vieux, avec un complotiste, en essayant de me mettre dans la position de répondre simplement sur les faits, de ne pas me mettre dans la position de celui qui lui dit « mais non, mais t'es un abruti », voilà, il y avait une affirmation, une fake news, juste répondre. Et bien à chaque fois, en fait, il déplace le sujet. À chaque fois, chaque commentaire, je me suis arrêté au bout du, 12 ou 13, je disais « d'accord », mais ça ne répond pas à la question. D'accord, mais ça ne répond pas à mon argument. Et c'est la technique du millefeuille argumentatif. En fait, on nous noie sous les fausses informations parce que c'est impossible d'aller tout vérifier. Si on me dit dans les vaccins il y a des puces, là il faudrait que j'aille vérifier ça. Oui, mais on n'a jamais marqué sur la Lune. Bon, il faut que j'aille faire de l'astrophysique. Enfin, on peut pas tout vérifier. Et du coup, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire confiance. Confiance en des figures pour lesquelles on va dire ok, si eux me le disent, je peux leur faire confiance. Et ça, c'est le rôle de la science. En fait, la science, souvent, c'est quelque chose qui va nous permettre de voir autre chose que le bout de notre nez. Je regarde dehors, je vois qu'il fait froid, je vais dire, il est où le réchauffement climatique? Il est là où le GIEC me dit qu'au niveau mondial, les températures augmentent. Et je ne peux pas simplement dire, parce qu'il fait froid cette année, il n'y a pas, comme le ferait ce même président américain, de dire, il n'y a pas de réchauffement climatique. Voilà. Mais il faut avoir confiance, à un moment donné, dans la science. Le problème, comme je disais, juste un tout petit truc, c'est qu'il y a eu des scandales dans la science. Si on pense à ce qu'a fait toutes les études qui ont été financées par l'industrie du tabac dans les années 50 pour montrer que finalement le tabac c'est pas si grave que ça, ça c'est un argument pour dire regardez les scientifiques, pourquoi je croirais aux scientifiques? Voilà. Merci Michel. J'avais une petite question, en fait j'y pensais pendant ta présentation au niveau de la pensée critique et justement par rapport aux personnes complotistes. Si on réfléchit bien, quelqu'un de complotiste,
c'est quelqu'un qui va avoir tendance à remettre en question tous les fondements de ce qui est vrai pour nous, de ce qui est rationnel. Mais ils vont prendre un certain effort à le faire, donc ça va avoir aussi un coût cognitif, dans le sens où effectivement, hein, le côté intuitif fait qu'on va tomber plus facilement dans les fake news, mais à l'inverse, ils mettent vraiment souvent beaucoup d'efforts, un effort même très très important pour aller chercher l'inverse de la vérité. Donc finalement, c'est comme si ces personnes avaient une pensée critique réelle, extrême, mais du coup, le fact-checking et toutes ces choses-là, à quel point on met la limite à un moment donné dans la pensée critique pour pas rentrer dans une pensée critique qui va tout remettre en cause, parce qu'il faut remettre en cause pour avancer, faire avancer la science, mais il y a une limite. Enfin, tu vois, comment on tombe pas dans l'opposé, et pourquoi c'est pas adapté finalement? C'est vraiment c'est super intéressant. C'est une dérive en fait. En fait, on pourrait dire d'un côté, on a l'esprit critique et l'esprit de la critique incontrôlée. Et ça, dans le bouquin, j'explique ce cas-là. Il y a un érudit du XVIIe siècle français qui était un philologue qui s'occupait de littérature, qui était reconnu pour ça. Et à un moment donné, il a commencé à douter de l'authenticité d'un texte qu'on était attribué à je ne sais plus quel auteur ancien, puis il disait maintenant à mon avis c'est un faux. Et il a commencé à rentrer dans cette dérive-là, c'est-à-dire que la philologie, donc il était philologue, c'est quand même une des disciplines qui établit un peu les bases de la vérification de l'authenticité des documents, enfin c'est la base un peu du fact-checking. Et ce Hardouin, il a fini par arriver à une théorie, enfin au final de son truc, une théorie qui disait qu'en gros tous les textes, sauf alors les géorgiques de Virgile, quelques odes d'Horace et deux autres, tout le reste, tout ce qui avait été écrit depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, c'était des faux réalisés par des moines faussaires du XIIIe siècle pour saper la religion chrétienne. Donc on voit qu'on en arrive, et il a écrit des milliers de pages où il prend des arguments. Alors quand on lit les arguments un par un, ils n'ont aucun poids, mais il a dépensé une énergie cognitive. Alors c'est vrai que toutes ces théories du complot, c'est un gâchis d'énergie cognitive de fou. Hein. Ça se trouve, on pourrait déjà aller à construire une maison à Musk sur Mars, sur Mars mais pour l'envoyer là-bas, tu vois. Mais voilà. Mais effectivement, ouais, c'est tout à fait judicieux ce que tu dis. Ouais. J'avais une petite remarque en complément de cet exposé qui était brillant, sur le fait que vous êtes beaucoup focalisé, argumenté historiquement sur l'émetteur des fake news. Mm-hmm. Mais pour qu'il y ait une fake news, il faut qu'il y ait aussi un récepteur. Mm-hmm. Et l'histoire nous apprend, pas seulement l'histoire, mais que ce soit dans les sciences, dans l'économie, dans tous les domaines d'activité humaine, pour qu'une fake news fonctionne, il faut qu'il y ait un récepteur qui soit favorablement ou chauffé à blanc préalablement, ou qui aille dans ce sens aussi. Je viens de lire dernièrement le livre de Yegor Gran, Z comme Zombieland. Il montre très bien que la société russe, avec ou sans Poutine, a envie de croire aux fausses nouvelles, étant précisé qu'ils ont accès, y compris en Russie, à des sources qui sont plus ouvertes que celles des autorités de leur pays. Ils ont accès à YouTube, ils ont accès à d'autres médias. Dans d'autres domaines, dans le domaine scientifique dont vous parliez, il y a eu cette fameuse polémique sur la mémoire de l'eau. Il y a tout un tas de secteurs, on va dire, de parasciences qui ont voulu croire à cette... Et des industries derrière qui finançaient ces théories qui ont été invalidées justement scientifiquement. En économie, vous avez également des manipulations de cours. Encore récemment, l'affaire Casino avec M. Naouri qui a financé de lui-même un journal pour dire maintenant tout va très bien, la société est florissante et vous pouvez continuer d'investir dans nos actions, le groupe se porte bien, et quelques semaines après, la société s'est effondrée. Donc je pense que c'est intéressant de voir et d'analyser. D'accord, il y a un émetteur qui est l'émetteur de fausses informations, mais de l'autre côté, pour que cette fausse information profite, il faut aussi qu'il y ait un récepteur qui soit favorablement d'accord d'entendre de la partager, cette fausse nouvelle. Ouais, mais c'est des remarques très, très intéressantes et qui appelleraient une réponse, plusieurs éléments. Moi, je vais juste me concentrer sur un d'entre eux. Et c'est là encore un phénomène, si vous voulez,
un aspect qui a été étudié par les recherches récentes en psychologie cognitive, neuropsychologie, mais que instinctivement, on peut penser, dans le passé, on avait déjà compris comment ça fonctionnait. Et c'est notamment certains de ces biais cognitifs. Vous parliez de les Russes qui avaient envie de croire justement ces croyances. Le biais de confirmation, il fait qu'on va plutôt avoir tendance à croire une nouvelle qui va dans notre sens. Ça, sans analyser vraiment la véracité de la nouvelle. C'est un peu la même chose. On exploite ces leviers-là, on sent qu'ils existent, on sent qu'une personne va plutôt avoir tendance à croire si je lui dis, si je lui dis viens, la Russie, on est attaqué par les autres, on nous attaque, on est tous ensemble, ils ont envie d'entendre ça, ce sentiment d'unité, plutôt que dire non, finalement, je sais qu'on a bien envie d'aller prendre les ressources là-bas, mais c'est pas vraiment à nous. Voilà. Donc c'est tous des leviers qu'on connaît maintenant, on sait comment ça fonctionne physiologiquement, mais qui ont été compris et qui font que on a des gens qui sont réceptifs à ces tentatives de manipulation. Et d'ailleurs, c'est hyper important, je pense, d'être toujours humble face aux informations et pas jamais penser on a toujours tendance à penser oui, d'accord, ça arrive aux autres, mais pas à moi. Moi, par exemple, on me dit parfois, puisque je travaille sur la désinformation, toi, forcément, les fake news, tu les vois venir. C'est pas parce que je travaille là-dessus et que je suis au courant qu'il y a des biais cognitifs et que je suis, ok, certains fils, je les vois peut-être. Mais, par exemple, moi, alors pour vous donner un exemple très concret, encore pour vous montrer combien des fois, je suis un peu nul, mais j'ai une petite fille de 4 ans et j'ai toujours été très concerné par la question des écrans et le temps d'exposition aux écrans. Et il y avait, c'est ce que j'entendais, et qui disait qu'en gros, jusqu'à 3 ans, pas d'écran, et après 10 minutes. Et moi, des fois, je lui montre des dessins animés à ma fille, et puis je me sens un peu coupable. Et un jour, j'ai entendu parler de scientifiques, qui faisaient des études, et qui démontraient que finalement, c'était pas le temps d'exposition à l'écran n'était pas si important, si on était, c'est la qualité, si on était avec eux, en fonction de ce qu'on leur montrait. Et je me suis dit, super, ouais, ils ont raison. Puis moi, très bien, ça me conforte, ça me rassurait, finalement je suis pas un mauvais père. Quelques semaines après, j'entends à la radio qu'il y avait une commission d'enquête sur ces laboratoires qui avaient travaillé là-dessus parce qu'ils étaient financés par des entreprises du numérique. Et évidemment que les entreprises du numérique, ils vont pas dire, écoutez, racontez qu'il faut pas regarder nos écrans, qu'on va pas vendre de tablettes, quoi. Et puis je me suis dit, je me suis fait piéger parce que j'y ai cru à ce en quoi j'avais envie de croire, parce que c'était plus rassurant pour moi. Et pourtant, je suis censé être un peu moins stupide que ça. Non, c'est pas stupide, parce que ça voudrait dire que si on tombe dans les fake news, on est stupide. Mais en tout cas, on n'est pas immunisé. Le fait de savoir que ça existe n'empêche pas. On a le temps d'une toute dernière question courte, si quelqu'un... Ouais. Est-ce que c'est plus facile de douter que de croire? J'en doute. Je pourrais pas répondre. Bon, on va arrêter là-dessus en tout cas. Merci beaucoup, Michel.